Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour Panorama Info. C'est Hervé Chesville à l'antenne. Depuis des années, je dénonce à longueur d'articles, à longueur de livres et à longueur d'antenne, si je puis dire, la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, les fausses rébellions à répétition, les invasions, elles aussi à répétition. Depuis des années, j'évoque les conditions de vie pathétiques de ces populations civiles, réduites à la misère, jetées sur les routes de l'exode encore et toujours, réduites à la dépendance pour leur survie envers les organisations internationales. Et je le rappelle, j'ai vécu dans ce pays, j'y ai toujours de très nombreux contacts, de très nombreux amis, et donc la situation qui prévaut, qui vous, me touche particulièrement. Et depuis des années, j'ai l'impression non seulement de prêcher dans le désert, mais surtout de voir le même scénario se répéter d'année en année. Chaque fois, c'est la même chose. Le Rwanda de Paul Kagame accuse la République démocratique du Congo d'abriter sur son sol des groupes armés qualifiés de génocidaires qui représenteraient une menace. Alors même que pendant une dizaine d'années, l'armée de ce même Rwanda a occupé cette région de l'Est du Congo. Que n'a-t-elle combattu et éliminé ces groupes armés à l'époque, si réellement ils représentaient une menace sérieuse? Non. La mention de ces groupes armés est pour Kagame un alibi, une excuse pour rentrer au Congo encore et toujours, soit directement, soit par l'intermédiaire de fausses rébellions créées de toutes pièces à Kigali. Chaque fois, des pressions internationales sont exercées sur les autorités congolaises pour qu'elles négocient avec ces pseudo-rébellions. Chaque fois, un accord finit par être conclu, prévoyant l'intégration des officiers et des hommes de ces prétendus groupes rebelles au sein des forces armées congolaises. Chaque fois, cette intégration se transforme en cheval de Troie rwandais, puisque les anciens rebelles demeurent loyaux à Kigali et agissent pour son compte avant, une nouvelle fois, de démarrer une énième rébellion à l'est du Congo. Ce scénario, écrit de A à Z par Paul Kagame, devient lassant à force d'être éternellement rejoué. C'est exactement ce qui est en train de se produire depuis plusieurs mois dans la province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda. Si les précédentes fois, l'attention de la communauté internationale ne s'était pas tellement concentrée sur ce drame à répétition, cette fois-ci c'est encore pire, car une guerre peut en cacher une autre. En effet, depuis le 24 février, c'est la guerre en Ukraine qui monopolise toute l'attention et qui fait que les autres conflits ailleurs dans le monde passent presque inaperçus. Depuis des mois, nos grands médias consacrent des heures d'antenne et des longueurs de colonnes de journaux et de magazines pour nous faire vivre la situation terrible vécue par les Ukrainiens. Mais pendant ce temps, des dizaines de milliers de Congolais sont à nouveau chassés de leurs terres et contraints à fuir dans la terreur l'avancée d'une nouvelle fausse rébellion fomentée au Rwanda avec la complicité de l'Ouganda. Depuis le 13 juin 2022, la localité congolaise de Bunagana est occupée par le M23, un groupe armé créé, équipé par le régime du Rwanda. Le nom de Bunagana ne vous dit peut-être pas grand-chose, chers auditeurs, mais il se trouve que je la connais bien, cette petite localité, pour l'avoir souvent traversée dans les deux sens, durant mes déplacements entre le Congo et l'Ouganda, car Bunagana est un poste frontière entre les deux pays, tout en étant situé à quelques kilomètres d'une autre frontière, celle avec le Rwanda. Ces trois frontières convergent au milieu d'une impressionnante chaîne de volcans. Ces montagnes font que les frontières sont perméables, car il est toujours possible de faire passer des hommes et du matériel clandestinement à l'abri des regards. Des soldats de l'armée régulière rwandaise combattent au sein du M23, prétendant être des rebelles congolais
et les armes, le matériel et l'équipement ont été fournis par le régime de Kigali. Depuis le mois de juin, ce groupe armé a avancé et il a même réussi à s'emparer de plusieurs autres localités, y compris le chef-lieu du territoire, Rutshuru, au mois d'octobre. Il a ensuite poursuivi son avance et la présence de ces hommes a été signalée à une vingtaine de kilomètres seulement au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Au sujet de la situation dans l'ancien Zaïre, en décembre 2004, voici presque 18 ans, j'écrivais un texte intitulé « Jusque à quand ?» dont voici quelques extraits. Jusque à quand l'hypocrisie continuera-t-elle à régner sur le processus de paix en République démocratique du Congo? Jusque à quand le Rwanda menacera-t-il son voisin congolais d'une nouvelle intervention militaire, alors que tout le monde sait que ses troupes n'ont jamais cessé d'être présentes sur le territoire de la RDC? Jusque à quand le régime de Kigali accusera-t-il le gouvernement de Kinshasa de ne rien faire pour régler le problème des ex-forces armées rwandaises et des Interamwe, alors que la majorité de ces éléments se trouvent dans la zone que le Rwanda a occupée et continue à contrôler directement ou indirectement depuis 1996. Jusque à quand ce même régime persistera-t-il à fournir des tonnes d'armes et de munitions à ses vassaux congolais, au Kivu et même en Ituri? Jusque à quand l'Ouganda poursuivra-t-il sa politique de double jeu en rouvrant son ambassade à Kinshasa tout en continuant à fournir des armes et des munitions à divers petits chefs de l'Ituri? Jusque à quand la MONUC, c'est-à-dire la mission d'observation des Nations Unies au Congo, persistera-t-elle à fermer les yeux sur les agissements du Rwanda et de l'Ouganda, malgré les preuves et les témoignages qui lui sont fournis quotidiennement et malgré sa présence massive dans l'est du pays? En bref, jusque à quand se moquera-t-on du peuple congolais en lui faisant croire que la guerre appartient au passé et qu'il pourra bientôt choisir les dirigeants de son choix, alors que sa réalité quotidienne ne s'est pas améliorée et qu'il continue à vivre dans un état de non-droit, corvéable à merci, victime d'extorsions de toutes sortes de la part des milices et autres groupes armés. Voici donc l'extrait de ce que j'écrivais en 2004. 18 ans plus tard, je pourrais poser les mêmes questions et peut-être aussi en ajouter d'autres. 18 ans plus tard, l'insécurité continue à régner au Kivu. 18 ans plus tard, la population du Nord Kivu continue à devoir fuir l'avancée de groupes armés. Des dizaines de milliers de paysans ayant tout perdu continuent à être jetés sur les routes pour échapper à l'avancée d'un groupe armé, le même qui réapparaît cycliquement sous différentes appellations, qui aujourd'hui, comme il y a 18 ans, comme en 2009 avec le CNDP, comme en 2012 avec déjà le M23, n'est en fait que la créature de l'homme fort de Kigali, Paul Kagame. 18 ans plus tard, ces pseudo-rebelles continuent à tuer, à massacrer, à violer, à piller, comme ils l'ont toujours fait. 18 ans plus tard, la MONUC, rebaptisée MONUSCO, est toujours aussi impuissante à protéger la population congolaise. Cependant, certaines données du problème ont changé depuis que j'écrivais Jusque à quand, en 2004. À l'époque, je me sentais bien seul. Rares étaient ceux qui osaient mettre en cause le rôle du dictateur rwandais dans la tragédie congolaise. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo. Le courageux docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, après avoir opéré des milliers de femmes victimes de viols pendant 2 décennies dans son hôpital de Panzi, au sud Kivu, a entrepris de s'exprimer ouvertement pour dénoncer le jeu du Rwanda qui instrumentalise des groupes armés pour déstabiliser son pays et contrôler une région riche en ressources minérales. Il ose aussi réclamer la création d'un tribunal pénal international afin de juger les responsables de tous ces massacres, de tous ces viols, de tous ces pillages commis en toute impunité depuis 1996. En disant les choses clairement comme il le fait, le médecin sait qu'il risque sa vie et il a d'ailleurs déjà été la cible de tueurs. Il s'est fait un ennemi puissant et capable de tout en la personne de Paul Kagame, qui ne lui pardonnera jamais d'avoir osé dire la vérité. À l'extérieur du Congo, des journalistes enquêteurs britanniques, canadiens ou états-uniens ont publié des livres qui ont connu un grand succès
dans le monde anglo-saxon et qui ont tous sérieusement mis à mal le mythe Kagame que certains dirigeants occidentaux osaient présenter comme l'incarnation d'une nouvelle sorte de dirigeant africain incorruptible et attaché au développement et à la réconciliation de son pays. Certains intellectuels de l'Afrique de l'Ouest commençaient d'ailleurs à croire à un tel mythe et ils vantaient les mérites de Paul Kagame dans lequel ils voyaient un authentique panafricaniste et un modèle pour leur propre pays. Grâce à la voix puissante de Denis Mukwege et aux révélations de Judy River ou Michaela Wrong et d'autres, il devient de plus en plus difficile de continuer à tresser des couronnes de laurier aux tyrans de Kigali. Ce qui a changé aussi depuis 2004, c'est le peuple congolais lui-même. En 2004, les Congolais de l'Ouest, en particulier ceux de la capitale Kinshasa, se sentaient très peu concernés par la situation dramatique vécue par leurs compatriotes de l'Est. Aujourd'hui, ces mêmes Congolais ou leurs enfants descendent dans les rues de la capitale pour réclamer l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda et la rupture des relations diplomatiques. Pas de négociation, dégagez! Ce slogan retentissait le 18 novembre dernier lors d'une marche contre le M23 à Kinshasa. Radio France Internationale a rapporté les propos de certains manifestants. J'en cite quelques-uns. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Rwanda puisse être sérieusement condamné, jusqu'à ce que le M23 quitte ses positions et que la paix revienne en République démocratique du Congo, a ainsi déclaré un manifestant, tandis qu'un autre militant proclamait « Ce qu'ils veulent, c'est prendre une partie du Congo et le balkaniser. Nous disons que cela doit prendre fin, car le peuple congolais ne reculera pas. » À l'Est, des milliers de jeunes Congolais demandent à être enrôlés dans l'armée pour pouvoir combattre les armes à la main l'envahisseur. En 2004, le président de l'époque était une créature de Paul Kagame et il était bien incapable de dénoncer les agissements de son ancien mentor. De nos jours, le président Tshisekedi, après avoir tenté, en début de mandat, de trouver un compromis avec Paul Kagame, s'est enfin rendu compte que cela était illusoire et il a désormais adopté un discours ferme, franc et sans concession au sujet des manigances belliqueuses de son voisin rwandais. L'ambassadeur rwandais a fini par être déclaré persona non grata et il a piteusement quitté le Congo en s'embarquant sur un ferry reliant Kinshasa à Brazzaville. Le président a aussi envoyé début novembre ses avions de chasse Sukhoi de l'armée de l'air pilonner les positions des prétendus rebelles au nord de Goma. Mais ce qui a changé aussi, malheureusement, c'est le positionnement diplomatique de la France. La France a longtemps été perçue par le Rwanda de Paul Kagame comme l'incarnation du mal absolu, coupable d'avoir été proche du régime précédent au Rwanda et d'avoir, selon l'homme fort de Kigali, été complice de ceux qui perpétrèrent le génocide contre les Tutsis en 1994. Or, depuis sa première élection en 2017, Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts pour nouer des relations étroites avec le dictateur rwandais. Les échanges de visites entre les deux présidents et les deux gouvernements se sont multipliés. On a même aperçu, il y a quelques jours, le chef des renseignements français en visite à Kigali, alors même que le Rwanda orchestrait une nouvelle fausse rébellion au Congo. En 2018, Emmanuel Macron a fait nommer la chef de la diplomatie rwandaise secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, alors même que l'enseignement du français avait été banni du Rwanda. Il y a quelques jours, s'est tenu le sommet de la francophonie dans l'île tunisienne de Djerba, et Louise Mushikiwabo a été reconduite dans ses fonctions. Ce sommet a été l'occasion pour Emmanuel Macron de rencontrer une nouvelle fois Paul Kagame, alors que le président congolais n'avait pas pu faire le déplacement, trop occupé qu'il était avec la nouvelle agression dont son pays était la victime. Le Premier ministre congolais, présent à Djerba, a préféré, pour marquer ostensiblement sa désapprobation, ne pas être sur la photo de famille prise à la fin du sommet. Au Congo-Zaïre, comme ailleurs en Afrique francophone, le sentiment anti-français monte. Dans une manifestation organisée voici quelques jours à Goma, on a même vu des drapeaux russes être brandis. Le positionnement diplomatique de la France a de quoi surprendre. Rappelons qu'avec environ 100 millions d'habitants et un territoire grand comme 5 fois la France,
la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone au monde. Et il regorge de richesses dans son sous-sol. Pourquoi diable se mettre ce pays à dos en nouant des relations étroites avec le Rwanda, un pays grand comme 5 départements français, sans accès à la mer, sans ressources minières, et surtout devenu, grâce aux efforts de Kagame, un pays non francophone. Pour les Congolais, l'explication est simple, peut-être simpliste, peut-être inexacte. Pour eux, en s'alliant avec le Rwanda, le président français espérerait offrir aux intérêts français une partie du gros gâteau congolais. J'espère de tout cœur que ce n'est pas ce que cache le rapprochement franco-rwandais. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.